Bienvenue à tous. Un mois après le sommet des dirigeants États-Unis-Afrique, la patronne de l'économie américaine débarque en Afrique. La tournée d'une dizaine de jours a mené Janet Yellen, la secrétaire au Trésor, dans 3 pays, le Sénégal, la Zambie et l'Afrique du Sud. L'annonce de cette visite avait été faite lors de la rencontre entre leaders africains et américains le mois dernier à Washington. Une rencontre durant laquelle le président Joe Biden avait annoncé des investissements de l'ordre de 55 milliards de dollars pour le continent dans les 3 ans à venir. Son administration a promis un engagement plus soutenu envers l'Afrique dans un partenariat mutuellement bénéfique. Une offensive visant à marquer sa présence dans un contexte de compétition avec la Chine, devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique. Que faut-il attendre de la visite de Janet Yellen en Afrique? Quelle orientation dans les relations États-Unis-Afrique? Réponse avec nos invités. La secrétaire d'État américaine au Trésor, Janet Yellen, a effectué une tournée africaine au cours de laquelle elle est revenue sur la nouvelle stratégie économique américaine pour l'Afrique. En Zambie, elle a assuré au président et au ministre des Finances du pays que la restructuration de la dette zambienne en temps voulu était une priorité absolue. Elle a également mis l'accent sur les mesures à long terme visant à atténuer les menaces que la guerre en Ukraine fait peser sur la sécurité alimentaire. Compte rendu de Mariama Diallo, et c'est un récit de Arzuma Compaoré. Dans un village de Changwe, à 1 heure de la capitale, Lusaka, Madame Yellen a insisté sur le fait qu'il fallait non seulement répondre aux besoins alimentaires aigus, mais aussi augmenter les investissements dans la résilience du système alimentaire à long terme. S'adressant à un groupe d'agriculteurs, pour la plupart des femmes, qui participent au Fonds vert pour le climat, soutenu par les États-Unis et destiné aux opérations agricoles à petite échelle, la secrétaire au Trésor a également exprimé son soutien à une plus grande intégration de l'Afrique dans les marchés mondiaux des engrais alimentaires et dans les chaînes d'approvisionnement. Lundi, elle a rencontré le président de la Zambie et son ministre des Finances, à qui elle a assuré que la restructuration de la dette du pays était une priorité pour les États-Unis. La Zambie a été le premier pays africain à se retrouver en défaut de paiement sur sa dette extérieure, estimée à environ 17 milliards de dollars pendant la pandémie du Covid-19. Le pays a demandé de l'aide par le biais du cadre commun du G20, mais la mise en œuvre a été lente, les États-Unis accusant la Chine de ralentir le processus. Mais Mme Yellen s'est dite encouragée après avoir rencontré la semaine dernière le vice-premier ministre chinois en Suisse. Permettez-moi de dire que je sais que les Chinois ont été un obstacle à la conclusion des négociations. J'ai spécifiquement soulevé la question de la Zambie et demandé leur coopération pour essayer de parvenir à une résolution rapide. Le ministre chinois des Affaires étrangères, qui a récemment visité 5 pays africains, a rejeté les allégations selon lesquelles la Chine ne s'est pas engagée à aider l'Afrique à alléger le fardeau de sa dette, insistant sur le fait que son pays est un participant actif de l'initiative de suspension du service de la dette du G20. Avant la Zambie, Mme Yellen s'est rendue au Sénégal où elle a rencontré le président Macky Sall, son ministre des Finances et d'autres responsables. Elle a également passé du temps dans une pépinière d'entreprise avec des femmes entrepreneurs. Madame Yellen a terminé sa tournée par une visite mercredi en Afrique du Sud, où le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, s'est entretenu lundi avec son homologue sud-africaine, Naledi Pandor. La Russie cherche à renforcer ses liens avec un allié historique dans le contexte de la guerre en Ukraine. L'Afrique du Sud fait partie des nations africaines qui, à l'Assemblée générale des Nations unies, se sont abstenues de voter en faveur de la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'homme.
Le vote qui a eu lieu en avril de l'année dernière, où les États-Unis n'ont pas réussi à rallier le monde pour condamner l'invasion russe, en particulier sur le continent africain, était un rappel pour les États-Unis. Je pense que c'était un rappel que si vous voulez être le leader du monde, vous devez essayer de diriger ce monde. Et si les gens ne sont pas prêts à suivre l'appel à la démocratie et à la liberté, alors vous avez de vrais problèmes. La prochaine personne sur la liste des membres du gouvernement américain à se rendre en Afrique est l'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, qui se rend cette semaine au Ghana, au Mozambique et au Kenya. Merci beaucoup Arzouma. Place maintenant à nos invités. Avec moi en studio, ici à Washington, Henri-Désiré Zouzi, analyste diplomatique, producteur associé du JT diplomatique. Et à Dakar, via Skype, Dr Serigne Ndiaye, directeur de ILI, English Language Institute. Et à Rabat, toujours sur Skype, Calvin Dark, chroniqueur, analyste politique et cofondateur de RC Communications. Merci à tous d'être avec nous. Et je reste avec vous, Calvin, la secrétaire au Trésor qui effectue une rare tournée en Afrique, un mois après le sommet États-Unis-Afrique, durant lequel des investissements de 55 milliards ont été annoncés. Comment est-ce que vous interprétez cela? Oui, je crois que cette visite de la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, était très importante parce que c'était le premier grand suivi de haut niveau du sommet des dirigeants américains, africains en décembre de l'année dernière. Et je crois que c'est important, surtout pour la Maison-Blanche, parce que le président Biden, il comprend que le succès du sommet, c'est le succès des actions et engagements qui suivent, parce que c'était plus qu'un photo-op à Washington. Et je crois que c'était un premier pas de suivi par Janet Yellen avec sa tournée en Afrique. D'accord. Alors, Serigne Ndiaye, le Sénégal est le seul pays francophone de la tournée de Janet Yellen. Au-delà du fait que le président Macky Sall soit le président en exercice de l'Union africaine, quelle lecture faites-vous de cette étape sénégalaise? Merci tout d'abord. Bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices de VOA Africa. Alors, la lecture que je fais de cette visite de la secrétaire au Trésor, c'est que elle s'inscrit dans le dynamisme des relations entre les États-Unis et le Sénégal. N'oubliez pas que depuis quelque temps, quand même, le Sénégal semble être un passage obligé aux dirigeants des administrations, différentes administrations africaines. Donc ça, c'est la première lecture. La deuxième que je fais, c'est aussi, elle entre dans le cadre d'une concurrence féroce entre les États-Unis et peut-être d'autres pays, parce que l'Afrique maintenant, notamment le Sénégal, semble être une plateforme importante. Depuis le mois dernier ou 2 mois, le Sénégal, Dakar en particulier, à Dakar, on vit comme si c'était le ballet de hauts dirigeants, c'est un ballet diplomatique entre les États-Unis et la Chine, avec l'organisation notamment du forum sino-africain, un forum triennal, avec la visite de la secrétaire au Trésor et auparavant la visite d'une délégation américaine pour s'enquérir des besoins en infrastructure du pays. D'accord. Alors, Henri, l'économie, bien entendu, est une des stratégies de l'administration américaine pour revoir, en tout cas, raffermir ses relations avec l'Afrique. Et les États-Unis ont rendu public le 18 janvier dernier le protocole d'accord sur les chaînes de valeur des batteries de véhicules électriques signé par les États-Unis le 13 décembre dernier à l'occasion de ce sommet, avec donc la Zambie et la RDC. Alors la fabrication locale de batteries électriques, pas important dans le rééquilibrage de ces relations entre Washington et le continent? Alors, vous savez que le talon d'Achille, en fait. Le talon d'Achille des pays comme la RDC, par exemple, qui est très actif dans les industries extractives, c'est la difficulté de pouvoir transformer localement. Et donc, en mettant en place ces chaînes de valeur, il est possible de pouvoir précisément créer les conditions d'une industrie locale, avec évidemment, dans le cas d'espèce, vous venez d'évoquer l'accord qui a été signé l'an passé, un autre pays producteur de cobalt, en l'occurrence
la Zambie pour pouvoir couper court aux spéculations sur les marchés internationaux. Et vous savez que depuis le conflit en Ukraine, on assiste à une rupture de l'approvisionnement en matière de matières premières. Et donc, ces deux pays, en l'occurrence la RDC et la Zambie, se positionnent avec l'aide des États-Unis pour pouvoir offrir une alternative à cette situation de crise créée par le conflit en Ukraine. Alors, Calvin, la Chine, premier partenaire commercial de l'Afrique, et depuis 33 ans, il est de coutume un peu que le chef de la diplomatie chinoise se rende en Afrique pour son premier déplacement, toujours en début d'année. Alors, les États-Unis disent n'être en compétition avec personne, donc pourquoi cette offensive diplomatique américaine, Janet Yellen, auparavant, on a le secrétaire d'État et maintenant l'ambassadrice aux Nations Unies. C'est une manière, sans le dire, de se positionner face à la Chine? Oui, bien que la secrétaire Yellen ait dit plusieurs fois que ce n'était pas pour contrer l'influence de la Russie et la Chine, on sait que la Chine et la Russie, c'est au centre de la politique américaine en Afrique et aussi dans le monde. Mais je crois que le secrétaire Yellen n'a pas eu elle n'avait pas l'occasion de vraiment parler de ce que les pays africains perdent avec ces accords avec la Chine et la Russie. J'espère qu'avec les options, avec les opportunités dont elle a parlé pendant sa tournée, ça va encourager les pays africains de coopérer avec les États-Unis et de se méfier un peu de ces relations très étroites avec la Russie et la Chine, parce que pour le long terme, c'est pas bon pour l'avenir de l'Afrique. Et je crois que ça, c'était le message qu'elle a essayé de communiquer pendant sa tournée, même si elle a dit que c'était pas l'objectif principal. D'accord. Serigne Ndiaye, les États-Unis insistent sur une offre différente, disons, des autres partenaires, la Chine, la Russie, en l'occurrence. La question de l'investissement privé est essentielle dans la stratégie américaine. Qu'est-ce qu'il faut pour bousculer un peu la Chine, par exemple? Il en faut beaucoup plus, non? Absolument, absolument. Les États-Unis se sont toujours illustrés en faisant dans la soft diplomacy, une sorte de diplomatie douce, qui fait que les relations entre ces pays-là ont été, dans ces relations, il y a peut-être une priorité qui a été donnée à tout ce qui touche à la bonne gouvernance, aux droits de l'homme, etc., etc. Il ne s'agit pas, à mon avis, de laisser tomber ces axes majeurs qui sont fondés sur des valeurs partagées et communes, mais évidemment, les États-Unis sentent qu'ils perdent du terrain face à la Chine, qui peut-être compte tenu ou non tenu de certains facteurs, a fait des investissements qui sont ressentis dans le vécu quotidien des Africains. Mais il y a la question de la dette aussi. Oui, il y a la question de la dette qui se pose, et de bonne guerre ou non, les Africains sentent que ne serait-ce que sur le plan des infrastructures, sur le plan réel, ils ont peut-être, il y a des investissements qui se font. Maintenant, ce qui se passe, c'est que face à la situation que l'Afrique a connue pendant des années, pendant des décennies, on voit que la Chine ne s'encombre peut-être pas de certains détails. Mais les dirigeants africains, notamment celui du Sénégal, doivent peut-être jouer intelligemment pour faire jouer cette compétition-là, pas seulement entre les États-Unis et la Chine, mais entre différents partenaires. Parce que on pourra revenir sur cette question en deuxième partie. Alors Henri, les États-Unis, on assiste un peu à cette sorte de chassé-croisé entre officiels chinois, russes, américains depuis le début de cette année, depuis le début du mois de janvier. La position de neutralité de plusieurs pays africains sur la crise ukrainienne est-elle un peu en train de faire ses effets?
Sur cette question-là, il faut bien dire que l'Afrique est passée du statut de colonisée à une Afrique souveraine. On l'a vu notamment lors de certains votes à l'Assemblée générale. Ça fait un peu désiré, c'est un peu ça? C'est-à-dire qu'il y a maintenant un verrou qui a sauté. C'est-à-dire que maintenant, les pays africains s'affranchissent bien évidemment de toute tutelle extérieure, d'où qu'elle vienne. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que vous avez de nouveaux acteurs qui sont beaucoup plus agressifs sur le continent africain, qui viennent sans conditionnalité, qui viennent avec, au départ, une stratégie gagnant-gagnant, ce qui séduit certains pays, bien évidemment. Présenté comme gagnant-gagnant, parce que quand on parle on est bien d'accord, mais c'est-à-dire que vous avez quand même une nouvelle offre qui se fait proposer, en tout cas sur le continent, et vous avez des pays qui sont réceptifs à cela, une alternative au modèle occidental fondée sur un plus grand respect peut-être des situations intérieures des États. On ne va pas revenir évidemment sur les principes, cela vient d'être évoqué, qui restent très important, mais vous avez aussi des acteurs qui préfèrent aller droit au but. Et pour ce faire, ils vont utiliser tous les moyens nécessaires pour convaincre leurs interlocuteurs. Et à ce petit jeu-là, les Russes, les Chinois essayent justement de tirer leur épingle du jeu. Intéressant tout ça. Alors voici quelques commentaires laissés sur la page Facebook de VOA Afrique par nos téléspectateurs et auditeurs. Alphonse Mbouaki de Kinshasa nous dit « Tous les grands États du monde se disputent le marché africain, mais le gagnant-gagnant sera-t-il une réalité dans le nouveau partenariat que vantent toutes les nations qui cherchent à coopérer avec l'Afrique, ou c'est leur intérêt qui va primer, se demande-t-il ?» Mamad Souni Nokour Faya, il est à Faya Largeau au Tchad. Il écrit l'Afrique attend beaucoup des États-Unis. Pourquoi Madame Yellen ne visite que 3 pays, un d'Afrique de l'Ouest et 2 d'Afrique australe? L'Afrique a besoin d'investissements directs et un transfert de technologie, l'exploitation des sous-sols très riches avec un partenariat gagnant-gagnant. Et Yao Marcelin Kofi à Abidjan nous dit « Je doute fort que cette tournée africaine de la secrétaire américaine au Trésor puisse détourner les Africains des Chinois qui sont plus promptes dans les investissements sur le continent que les Américains. » Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et Nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. Et les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et nous. C'est vous. C'est nous. C'est vous et nous. De vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum et je rappelle nos invités avec moi en studio ici à Washington, Henri Désiré Zouzi, analyste diplomatique, producteur associé du JT diplomatique. À Dakar, le docteur Serigne Ndiaye, directeur de ELI, the English Language Institute, et à Rabat Calvin Dark, chroniqueur, analyste politique et cofondateur de RC Communications. Alors Henri, on a vu un peu les réactions mitigées, voire suspicieuses, concernant plusieurs de ses partenaires étrangers de façon globale. On l'a vu dans les commentaires Facebook. Cette méfiance est-elle justifiée selon vous? Chat échaudé craint l'eau froide. C'est vrai qu'il y a eu des annonces qui ont été faites dans le passé, mais ce qui est quand même nouveau ici, c'est que c'est la secrétaire au Trésor. D'habitude, on reçoit, ou en tout cas on voit débarquer sur le continent le ou la sous-secrétaire aux affaires africaines, ce qui montre bien une volonté des États-Unis de pouvoir assurer le suivi. Et j'entendais d'ailleurs l'un de vos locuteurs se plaindre du fait que seulement 3 pays ont été choisis, mais ce n'est pas un hasard. Le Sénégal, vous avez effectivement le président Macky Sall qui assume la présidence en exercice de l'Union africaine, mais il se trouve que le Sénégal, depuis quelque temps, effectivement, est plutôt caressé dans le sens du poil par beaucoup de visiteurs. La Zambie, il y a eu la signature au mois de décembre d'un accord tripartite avec les États-Unis et la RDC pour créer une chaîne de valeur
dans l'industrie de la batterie, et puis l'Afrique du Sud, il faut bien le rappeler, qui fait partie des BRICS, à un moment où justement on s'interroge sur la pertinence, je dirais, des liens entre les États-Unis et l'Afrique du Sud. Il était bon, me semble-t-il, de la part de la secrétaire au Trésor, de s'assurer de, j'allais dire, les bonnes relations entre Pretoria et Washington. Alors, Serigne Ndiaye, dans ce contexte de discours souverainiste qu'on voit émerger en Afrique, comment les États-Unis et les Occidentaux, de façon générale, devraient s'y prendre pour éviter un peu d'être perçus comme des pays poursuivant uniquement leurs intérêts ou des donneurs de leçons? Oui, les États-Unis et l'Occident en général doivent tenir compte du dynamisme de l'opinion publique africaine. Parce que nous sommes dans une période où, je dirais, les jeunes Africains, je ne dirais pas qu'ils sont forcément plus conscients que les générations précédentes, mais on assiste à un activisme d'un autre genre qui veut que l'Afrique soit aussi pour l'Afrique, que les ressources africaines profitent aux Africains. Et ce qui est intéressant dans cela, c'est qu'il y a une sorte de mutualisation de cet activisme à travers le continent africain. Et l'opinion africaine étant plus exigeante, plus, je dirais pas plus consciente forcément, mais il y a un activisme quand même qui est très très important. Donc pour que l'Europe a tout intérêt, l'Occident en général, les États-Unis ont tout intérêt à conjuguer avec ces efforts-là qui se font sur place. Sinon, nous assistons c'est simplement à un dérèglement du monde à travers toutes ces manifestations d'insécurité, à travers l'immigration, à travers l'instabilité. Et cette instabilité-là ne profite pas aux États-Unis, ni aux États-Unis, ni à l'Europe, parce que tout simplement, il y a des intérêts étrangers dans nos pays, et ces intérêts-là seront protégés seulement quand il y a une stabilité dans ces pays africains. D'accord. Calvin, comment est-ce que les États-Unis peuvent faire un peu l'équilibre entre le respect des principes démocratiques et de liberté et de coopérer, la nécessité de coopérer et de faire des affaires avec les pays qui ne respectent pas forcément ces critères? Oui, moi en tant qu'Américain, je crois que nos engagements, nos partenariats à l'étranger doivent refléter nos valeurs, nos principes de la démocratie, le respect pour les droits humains. Mais le problème que nous avons, c'est que ce que nous faisons chez nous et aussi à l'étranger ne correspond pas à ces valeurs et ces principes. Et ça entrave nos relations et nos partenariats avec quelques pays africains. Je crois que la solution, c'est de continuer d'insister sur la protection de la démocratie et des droits humains avec nos partenaires africains, mais de le faire ça d'une manière juste, raisonnable et sans hypocrisie. Et je crois que si nous faisons ça bien, ça va envoyer et communiquer un message en Afrique, surtout aux pays il y a le manque de cette valeur, manque des principes. Peut-être l'influence américaine peut aider leur situation, mais il y a un peu de travail qu'il nous faut faire chez nous avant. Alors je vais poser cette question à tout le monde. Henri, dans ce contexte de convoitise, si on peut le dire ainsi, on parle beaucoup des Occidentaux, des Chinois, mais l'Afrique, est-ce qu'on peut dire qu'elle a son destin en main et qu'elle a cette opportunité pour mieux défendre ses intérêts? On ne parle pas beaucoup justement de ce que l'Afrique peut faire dans ce contexte où elle est convoitée. Quand on regarde certaines situations de crise, je pense que l'optimisme est de mise, puisqu'il y a une capacité à pouvoir sous-traiter la résolution de ces crises-là. Les choses ne sont pas parfaites, mais il y a une véritable prise de conscience et une réappropriation des enjeux. Pour ce qui est des opinions publiques africaines, on le voit, on le sent dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, que je ne citerai pas, mais que vous devinerez, où il y a effectivement un fort ressentiment par rapport à des systèmes anciens devenus obsolètes qui nécessitent une alternative, entre autres choses, et qui montrent bien qu'il y a de la part d'une certaine jeunesse africaine un ras-le-bol par rapport à des modèles anciens et qu'il faut désormais changer de paradigme. Mais par rapport au leadership, aux dirigeants africains, est-ce qu'ils ont
ils sont à même de saisir ces opportunités. Il faut un changement de mentalité et essayer de proposer une offre totalement différente en tenant compte évidemment des principes qui régissent évidemment toutes les démocraties qui se respectent. D'accord. Et Serigne Ndiaye, qu'est-ce que l'Afrique peut offrir? Comment est-ce qu'elle peut profiter justement de ce contexte de convoitise et de rivalité entre puissances? Oui, pour ce faire, l'Afrique doit d'abord procéder à une reconfiguration de sa propre géographie mentale. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes tout le temps orientés soit vers l'ouest, soit vers l'est. Et comme le disait Kwame Nkrumah, l'Afrique doit être simplement tournée vers son propre avenir et ne pas s'orienter forcément ni vers l'ouest ni vers l'est, mais regarder garder son destin en main et tourner résolument vers son avenir. Mais dans ce contexte de mondialisation, quand même, l'Afrique est obligée de coopérer avec tout le monde. Mais comment tirer profit de tout cela? Comment tirer profit de tout cela? Vous avez parlé de la visite de la secrétaire au Trésor au Sénégal, en Tanzanie, en Afrique du Sud. Pris isolément, ces pays africains ne pourront pas régler leurs propres problèmes et négocier d'égal à égal avec les États-Unis, ni avec les États-Unis, ni avec la Chine. Je crois que l'Afrique doit s'inscrire dans cette dynamique collective. Et essayer de mettre en accord tous ces accords de libre-échange et de partenariat entre les pays africains pour que l'Afrique puisse profiter pleinement de sa capacité de négociation et de ses ressources. Sinon, ce sera une négociation isolément faite. Et Calvin, peut-être votre point de vue sur cette question. Du côté de l'Afrique, comment elle peut profiter de tout cela, ou en tout cas mieux se défendre ses intérêts? Oui, je crois que les pays africains doivent saisir cette opportunité de changer les règles du jeu, parce que cette concurrence donne l'opportunité pour les pays africains de négocier l'avenir avec les États-Unis et les autres pouvoirs, parce que la négociation est beaucoup plus facile qu'on a des autres options. Et il faut que les pays africains se rendent compte de ça et qu'ils profitent de cette concurrence pour vraiment avoir des accords égaux avec leurs alliés, de vraiment penser de ce qui donne ces accords avec la Chine et la Russie à long terme, mais aussi avec des autres pays comme les États-Unis. Qu'est-ce qui sont les bénéfices pour l'Afrique à long terme? Parce qu'il faut changer la mentalité américaine, que l'Afrique, c'est pas juste un continent, une collection de pays en crise ayant besoin d'aide, mais c'est un continent d'opportunités, un continent de peuples, de partenariat et des opportunités pour les alliés et les partenaires égaux. Et justement, Janet Yellen, dans son étape dakaroise, a fait état du fait que l'Afrique était un continent extrêmement jeune et donc avec beaucoup d'opportunités. Et sur le plan du marché, il y a certes cette opportunité pour les autres, mais il y a, les opportunités pour le marché intra-africain, comme le disait Serigne Ndiaye aussi. Il faut peut-être aller aussi dans ce sens. Absolument. Et d'ailleurs, la stratégie américaine depuis Bill Clinton jusqu'à Joe Biden, donc de l'AGOA jusqu'à la vision stratégique des États-Unis pour l'Afrique subsaharienne, montre qu'il y a un véritable regain d'intérêt pour le continent, avec cette fois-ci, et c'est très important, un intérêt marqué pour l'économique, le commercial, mais surtout la transition énergétique, l'investissement et la création d'emplois. Et tout ça, c'est avec les jeunes, surtout avec une moyenne d'âge de 19 ans. C'est le capital humain sur lequel on peut raisonnablement s'appuyer. En tout cas, merci beaucoup. Merci énormément à tous nos invités qui nous ont rejoints pour cette nouvelle émission de Washington Forum qui est à présent terminée. Merci à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voaafrique.com et sur toutes nos plateformes digitales. Un grand merci à toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.